Depuis quelques mois déjà, nous étudions ensemble différentes histoires, différents modèles que Dieu nous donne pour pouvoir comprendre notre histoire qui va du temps de la fin jusqu'à la loi du dimanche, donc de nos jours à la loi du dimanche. Je trouve que c'est toujours intéressant de pouvoir se repositionner sur notre ligne, celle des 144 000, celle des prêtres, et pour pouvoir voir où est-ce qu'on se situe. Donc, je vais vous demander aujourd'hui votre participation active. J'aurai des choses à partager avec vous, mais je vous demande aussi de pouvoir participer pour que ce soit vraiment interactif. Donc, si je devais nous situer sur la ligne des 144 000, où est-ce que je pourrais, comment je pourrais dessiner ça? Je vais aller au tableau, je vais faire la frise et vous me direz où est-ce que je me situe sur la ligne des 144 000 et celle des prêtres. Alors, je vous écoute. Allô, il y a du monde? Vous m'entendez? Oui, on t'entend bien. Oui, on t'entend. Est-ce que vous voyez bien le tableau? Oui. D'accord. Alors, ce sont vraiment des choses que vous connaissez. C'est juste pour rapidement nous situer. Et puis, n'hésitez vraiment pas à participer parce qu'on a pas mal de choses à voir ensemble. Donc, je vous demande juste votre participation active et rapide. Donc, Jean-Michel, toi qui parlais, dis-moi, où est-ce que je me situe sur la ligne des 144 000? Quand tu dis se situer aujourd'hui, Comment? Vas-y, on commence. quand tu dis se situer, tu veux dire se situer aujourd'hui? Oui, oui, oui. Si tu devais nous positionner en tant que mouvement Ben, sur la ligne. c'est entre 2001 et la LD. Ok, super. Et par rapport à celle des prêtres, où est-ce que tu nous Alors, situerais? pour celle des prêtres, on est sur la période de la moisson, donc on est presque en fin de ligne. Ok. Ok, je suis vraiment désolée pour les temps morts parce que du coup, vous ne m'entendrez pas quand je serai au tableau. Donc, du coup, j'ai tout de suite écrit déjà. Donc, comme tu me disais, Jean-Michel, sur la ligne des prêtres, nous sommes dans la période de la moisson. Donc, juste ici, nous sommes euh, euh, entre 2019 et 2021 qui représente la fin du temps de grâce et le second avènement. Et ce qui caractérise, donc j'ai pas mis sur la ligne des 144 000, je devrais le mettre pour que ce soit clair. Donc en haut, nous avons la ligne des 144 000 et en bas, nous avons la ligne des prêtres, qui est la fractale de la ligne des 144 000. Et nous nous situons sur les deux lignes entre l'accroissement de la connaissance et la formalisation. Donc, au cours des différents camps meetings, nous avons appris et compris que nous avons eu notre accroissement de la connaissance en 2019 et que nous dirigeons vers la formalisation. Est-ce que quelqu'un peut me dire rapidement, très succinctement, quel est le sujet de l'accroissement de la connaissance et de la formalisation pour la ligne des 144 000 et celle des prêtres, s'il vous plaît? N'importe qui, rapidement. L'égalité? Oui, l'égalité, mais c'est pour quelle ligne? Les prêtres. D'accord. Et lorsqu'on parle de la ligne des 144 000, C'est la loi du dimanche. d'accord. Merci Rosemary. Donc, quand vous avez dit l'égalité, c'est vrai qu'on pourrait l'exprimer aussi de d'autres façons. On a parlé du mariage, on parle de la notion du mariage. Et aussi, comme tu l'as dit, Rosemary, sur la ligne des 144 000, on voit la notion donc de la loi du dimanche. Donc, dans cette histoire qui va
qui nous conduit de 1798 au second avènement, mais plus précisément à la loi du dimanche, ce que Dieu nous a permis de faire, c'est d'avoir des structures, trois modèles que sont, je ne vais pas les écrire au tableau pour gain de temps, mais je vous demande votre participation, trois structures qui nous permettent de comprendre les événements qui conduisent du temps de la fin jusqu'à la loi du dimanche. Est-ce que quelqu'un peut me citer rapidement, par exemple Gérard, quelles sont ces trois histoires? Par rapport, répète ta question. Ma question est, quelles sont les trois structures, les trois modèles que Dieu nous a donnés du temps de la fin jusqu'à la loi du dimanche, et je dirais même jusqu'au second avènement, pour pouvoir comprendre notre histoire qui parcourt cette histoire, notre époque. Alors, si je te dis, par exemple, le modèle du catholicisme ou du protestant apostat, ou celui, pas du protestant apostat, pardon, catholicisme ou de la contrefaçon, tu me donnerais quoi comme autre modèle? Le modèle de la contrefaçon du protestantisme. Alors, donc la contrefaçon. Les trois. Alors, ce sont lesquels, les trois? Les trois, ce sont... Il y en a une qui démarre de 1989 jusqu'à la fin. Ok, alors il y en a une de 1850 à 1860, 1950 à 1960, et puis l'autre 1863 à 1900. Alors, là, tu parles de quel... Alors, c'est juste pour resituer pour tout le monde. Là, tu me parles de quelle histoire? Celle du protestantisme, c'est ça? Le protestantisme. D'accord. Alors, c'était pas exactement ma question. Donc, tu viens de mettre le point sur le fait que dans l'histoire du protestantisme, on aura trois histoires. C'est ce que tu as voulu dire. Oui. D'accord. Mais les trois histoires, les trois modèles dont je parle, ce sont trois modèles, trois structures qui concernent, je dirais, trois histoires, trois thématiques différentes. Et je vais le dire parce que je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous le savez. C'est les millérites, le protestantisme et le catholicisme. D'accord. Alors, millérite, c'est vrai qu'on pourrait mettre l'adventisme pour généraliser, puisque les millérites s'arrêtent en 1800, on va dire dans les années 1900. Donc, je suis d'accord avec toi. Je sais pas c'est enfin, DJ, je sais pas qui c'est, mais je suis d'accord. Donc, les trois modèles, les trois structures que je recherchais, donc c'est l'adventisme, le catholicisme et le protestantisme. Voilà. Et donc, par rapport à ce que tu disais, Gérard, c'est que dans chacun de ces trois modèles, de ces trois structures, nous allons avoir trois histoires à chaque fois. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser plus particulièrement à l'histoire du protestantisme, parce que aussi c'est le thème qui est vraiment développé en ce moment, parce que nous devons comprendre notre histoire qui nous conduit à la loi du dimanche. Alors Gérard, si tu peux juste fermer ton micro, comme ça va faire moins d'écho. Merci. Donc aujourd'hui, c'est à cette histoire, celle un peu du protestantisme, que nous allons nous intéresser. Et au cours des derniers camp meetings et des dernières présentations, nous avons vu que l'Ancien Test a couvert les trois histoires. Alors, est-ce que je vais aller au tableau? Est-ce que quelqu'un pourrait redire un peu les trois périodes, les trois histoires du protestantisme qui sont développées de 1798 et qui vont conduire à la loi du dimanche? Alors, je vais enlever mes écouteurs, je vous écoute et en même temps... Alors, ne faites pas appuyer. Merci. Je peux te les donner, Sophie? Je veux bien, s'il te plaît, David. Oui. Alors, donc pour le protestantisme, 1863 à 1900,
1940 à 1950 et 1979 à la LD. Alors, merci David. On va aller dans plus de détails. Maintenant, je voudrais que, alors toi ou quelqu'un d'autre, mais si tu as déjà le micro, tu peux continuer, que tu me donnes légèrement plus de précision maintenant sur chacun des mouvements et quelle était leur intention. Notre but, c'est vraiment d'aller sur le dernier mouvement pour pouvoir retourner dans une autre histoire. Donc, ce sont des révisions, mais qui sont le support de ce que nous voulons. Il y a un micro qui est ouvert. Excusez-moi. Merci. Oui, donc notre but, c'est vraiment de revoir rapidement ces trois histoires et leurs caractéristiques pour retourner dans une période qui précède 1798 pour faire le point sur certains éléments. C'est vrai que j'ai oublié de dire, excusez-moi, le titre de ma présentation, qui est « La religion et les pères fondateurs des États-Unis ». Alors, donc c'est ça que je voudrais voir avec vous cet après-midi. Mais pour cela, effectivement, je voudrais d'abord qu'on puisse poser ces éléments que nous connaissons déjà pour la plupart. Donc, David, si tu peux me donner un maximum d'éléments concernant ces trois mouvements, comme ça on pourra continuer. Je ne vais pas ouvrir mon... Les enfants font du bruit derrière moi. Attendez, attends. Alors, le premier mouvement de 1863 à 1900, c'est le mouvement de la nationale, mouvement de la réforme nationale, la NRA. Donc, toujours, alors, ce sont les conservateurs contre les libéraux. Et donc, ils ont voulu amender la Constitution. Continue. Amender la Constitution pour faire entrer dans la Constitution le terme « En Dieu nous croyons », si mes souvenirs sont exacts. Et c'était donc une union Église-État pour en fait faire passer l'identité chrétienne dans la Constitution. Ok, donc en fin de compte, comme tu l'as dit, David, c'est donc le mouvement national de réforme qui, là, a identifié, selon l'étude que nous avons vue avec Tess 3, qui ont identifié, selon l'étude de Goldstein, qui a identifié 4 groupes qui menaçaient l'identité chrétienne de la nation. Et cette identité chrétienne se retrouve, selon ce groupe, la NRA, dans la Constitution. Alors, pour la NRA, elle n'était pas dans la Constitution, mais elle devait à tout prix s'y retrouver pour pouvoir faire face à ce groupe, à cette menace que représentait. Donc, dans le cas de 1863, c'était donc les adventistes, les juifs, les libéraux et les catholiques. Donc, sur le même modèle que David vient de dire, nous avons les mêmes principes qui vont se représenter en 1940-50, l'histoire de 1940-50. Et là, c'est le mouvement judéo-chrétien. Dans cette histoire, on voit que ce ne sont plus les juifs qui sont une menace, mais elle a changé. Et ce sont les communistes qui deviennent la menace. Donc, dans cette histoire, ils vont essayer, alors j'ai écrit tout petit, ils vont essayer d'amender ou d'interpréter la Constitution, mais c'est surtout amender la Constitution. Et la troisième histoire de laquelle on va un peu plus travailler, pas l'histoire qui va de 1979 à la LD, mais en retournant un peu en arrière, c'est l'histoire de 1979 à la LD. Et dans cette histoire, nous parlons de la droite nationale. C'est la droite nationale qui va identifier, je vais dire, l'humanisme laïque. Et ça, je le tire donc de ce que Tess a présenté et le document qu'elle a utilisé
la Constitution, enfin, comment la Constitution est devenue chrétienne de Jared Goldstein. Et donc, du coup, on a un mouvement chrétien, un mouvement national chrétien qui va identifier l'humanisme laïque comme étant une menace par rapport à la Constitution. La grande différence qu'ils vont faire par rapport aux deux premiers mouvements, c'est qu'ils vont identifier la Constitution comme étant un document chrétien et qu'à ce titre, il n'est plus question de l'amender, mais de l'interpréter. Donc, on voit qu'il y a un grand changement de point de vue par rapport à la Constitution. Et en fin de compte, cela est dû à la compréhension ou à la réécriture ou à l'interprétation de l'histoire de l'institution des États-Unis avec les pères fondateurs. Donc, je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, alors je vais reformuler. En 1979, des personnes telles que Jerry Falwell ou Pat Robertson, à la différence des deux mouvements qui s'étaient développés avant, ils vont présenter la Constitution comme étant un document chrétien et qui met en avant une identité chrétienne. Et ils vont partir de là tout simplement parce qu'ils vont retourner dans l'histoire, ils vont prendre des citations, ils vont prendre, comment je vais dire ça, des situations qui ont été celles des pères fondateurs pour pouvoir dire que cette Constitution est un document chrétien. Et ils vont s'en servir, on le sait, et vont dans l'avenir s'en servir contre ce groupe menace que représente l'humanisme laïque. Donc, je vous passe les détails, mais par rapport à toutes les études que nous faisons, nous savons que ça va représenter par tous les groupes tels que les mouvements des femmes, les mouvements civiques, les mouvements pour le droit des homosexuels, pour l'avortement. On sait que ce mouvement contre lequel la droite nationale va se battre et qui représente l'humanisme laïque, représente une société qui va un peu recouvrir toutes ces catégories de personnes. Donc, ce que j'aimerais faire en fin de compte avec vous cet après-midi, c'est succinctement retourner dans l'histoire avant 1798, qui est donc la naissance des États-Unis en tant que royaume de la prophétie biblique, mais avant, c'est-à-dire dans la période qui va du protestantisme à la découverte des États-Unis et donc de l'institution de la création de la déclaration d'indépendance et de la Constitution. Donc, c'est vrai que c'est pas évident de s'entendre parler tout seul. Donc, je vous demande vraiment en tant que possible de participer, même dans les lectures, parce que j'ai l'impression d'être toute seule. Voilà. Donc, je vais commencer un partage d'écran avec un diaporama. On va essayer d'utiliser le tableau autant que possible aussi. Donc, alors, mon partage d'écran. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? On le voit. Oui, oui. Ok, super. Alors, ça, je vais le pousser à côté. Alors, vous voyez, comme j'ai mis en titre, la religion et la création des USA, quelle était l'intention des fondateurs des USA? Donc, je vais reformuler à nouveau l'objet de cette présentation. C'est que nous avons vu que dans la dernière histoire du protestantisme, qui, nous le savons, sera un succès, puisqu'ils mettront en place ce qu'on appelle une loi du dimanche. Donc, nous savons que ce sera un succès. Et ce mouvement, en fin de compte, il a pour but d'interpréter la Constitution selon ce qu'il considère être l'intention originelle des pères fondateurs des USA. Donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, j'aimerais pouvoir voir dans un premier temps avec vous donc l'époque de la réforme protestante, l'arrivée des Lumières et la montée des États-Unis,
ainsi que l'établissement de la Constitution et de la Déclaration d'indépendance. Je vais vous passer les textes. En fin de compte, j'avais mis en premier tous les textes qui parlent un peu des États-Unis, qui est cet agneau qui va parler comme un dragon. Donc, je ne fais qu'un résumé de ce que vous avez déjà pour la majorité d'entre vous. C'est que Apocalypse 13, les versets 11 à 16, quand il parle de l'agneau qui parle comme un dragon, fait référence aux États-Unis qui, de par leur constitution et leur déclaration d'indépendance, ont une profession de foi qui garantit la liberté à tous, mais qui, par ses lois et ses jugements, va parler comme un dragon à la loi du dimanche et va exprimer à nouveau un esprit d'intolérance religieuse qui a été manifesté dans la période des 1260 années par la papauté. Donc, c'est un ensemble de citations dans la tragédie des siècles que vous pouvez trouver. Et donc, du coup, on va aller directement un peu dans cette représentation, dans cette frise. Donc, je vous ai proposé cette frise pour pouvoir montrer comment le protestantisme s'est développé en Europe et que parallèlement, les États-Unis se sont créés comme une nation, en tout cas dans un premier temps, que nous savons être une nation de la liberté. Donc, en 538, nous avons le début du règne de la papauté, le 5e royaume de la prophétie biblique. Une ère de persécution va commencer. En parallèle, presque 1000 ans après, l'Amérique du Nord va être découverte. Et dans le siècle qui va suivre, non, pas dans le siècle, mais dans les quelques années qui vont suivre, on va dire les 20 années qui vont suivre, on va avoir le début de la réforme protestante. Pourquoi je me suis intéressée à la réforme protestante et pourquoi je l'ai mis sur la frise? C'est que dans son développement, à la fois en Angleterre et en Écosse, nous allons retrouver ces éléments aux États-Unis. Parce que nous allons voir tout à l'heure que l'immigration américaine a été principalement faite justement par l'Angleterre et l'Écosse. Je dis principalement, mais pas que. Donc, nous avons donc la Réforme en 1517 avec Luther. Et quelques années plus tard, Calvin, lui aussi, va développer, à partir de la réforme de Luther, un propre mouvement. Et nous savons que nous allons avoir le début de la réforme écossaise en 1528. On va avoir l'établissement de l'église anglicane en 1534 et ensuite de l'église presbytérienne en 1560, mais en Écosse. Alors, je voudrais être claire pour que vous puissiez bien comprendre. Le développement de la réforme en Angleterre et en Écosse vont se faire sur deux plans différents, dans le sens où en Angleterre, nous aurons l'église anglicane en 1534 et il est dit de cette église, on va lire quelques citations. Alors, si je peux avoir votre participation, s'il vous plaît, si quelqu'un veut bien lire. Tout en renonçant aux doctrines du catholicisme, les réformateurs anglais avaient retenu plusieurs formes de son culte et l'Église anglicane avait incorporé à son rituel beaucoup de ses coutumes et de ses cérémonies. On prétendait que ces questions n'avaient rien à voir avec la conscience. David, attends, je vais t'arrêter, tu peux t'arrêter. On va pour cette citation, pour une question de temps, on va s'arrêter là. Donc, retenons effectivement, dans ce que tu viens de lire, que les réformateurs anglais avaient gardé les formes du culte, ils avaient gardé des rituels et des coutumes du catholicisme. Alors, si tu peux lire la citation suivante. Bien des gens qui désiraient ardemment remonter à la pureté et à la simplicité de la primitive Église voyaient dans plusieurs des usages de l'Église anglicane des vestiges d'idolâtrie et ne pouvaient en conscience participer à son culte.
De son côté, l'Église, appuyée par l'autorité civile, ne voulait souffrir aucune dissidence. La fréquentation de ces offices était exigée par la loi et ceux qui participaient à des cultes non autorisés étaient passibles de peine d'emprisonnement, d'exil ou de mort. D'accord, très bien. Je te remercie, David. Donc, dans ce modèle de l'Église anglicane, qui est une religion, on va dire, à moitié réformée, on voit en face d'elle un groupe qu'on va appeler les puritains. Alors, donc, si quelqu'un, David ou quelqu'un d'autre peut lire cette citation, on va revenir après. Au moment du XVIIe siècle, le souverain qui venait de monter sur le trône d'Angleterre se déclara résolu à contraindre les puritains à se conformer sous peine de bannissement ou de quelque chose de pire. Pourchassés, persécutés, emprisonnés sans espoir d'un avenir meilleur, plusieurs en arrivèrent à la conclusion que l'Angleterre n'était plus habitable pour ceux qui voulaient servir Dieu selon leur conscience. Je continue ou Oui, tu peux aller jusqu'à la fin. Quelques-uns se décidèrent à aller chercher un refuge en Hollande, arrêtés par les difficultés, par des pertes matérielles, par des séjours en prison, par des échecs et des trahisons. Ils finirent par triompher grâce à leur indomptable persévérance et trouvèrent asile sur les rives hospitalières de la République des Pays-Bas. Très bien, je te remercie. Donc, face à cette église établie en Angleterre, l'église anglicane, qui reste sur le modèle de l'église d'État, nous avons un groupe qui s'est constitué, que sont les puritains, qui voulaient vraiment avoir cette religion pure que n'avait pas adopté l'église anglicane. Et ce faisant, cette minorité donc a souffert l'intolérance de ce groupe majoritaire. J'utilise volontairement des mots que vous connaissez, que nous utilisons pour notre époque, pour qu'on puisse voir comment ces modèles se répètent et se reproduisent tout au long de l'histoire. Donc, grâce à cette alliance de l'État et de la religion, l'Église anglicane, qui était la religion majoritaire en Angleterre, a pu pourchasser, on va dire, les puritains qui, eux, étaient à la recherche d'une religion dépourvue de tout ce qui était le faste et l'idolâtrie de l'Église anglicane qu'elle avait gardé du catholicisme. Donc, je pense que c'est ce qu'on peut tirer de cette citation. Donc, si je reviens à ma frise, ce qu'on vient de lire vraiment concerne l'établissement de l'Église anglicane et gardez en tête que c'est cette Église qui a été établie en 1534 suite à la Réforme. Elle vient plutôt d'un courant calviniste, mais elle a été établie suite à la Réforme en Angleterre et en Écosse. Je n'ai pas de citation, je ne sais pas si j'ai une citation particulière pour l'Écosse, mais pour l'Écosse, j'en ai pas dans la tragédie des siècles, mais pour l'Écosse, nous allons avoir un groupe qui va se former, que nous connaissons par rapport à l'étude que Tess a fait, qui est le groupe des Covenanters. Les Covenanters, donc, sont des héritiers de Knox et qui sont la branche la plus, on va dire, conservatrice du presbytérisme, qui est la religion officielle de l'Écosse. J'irai pas plus loin dans la considération de ces éléments, mais je voulais juste que vous reteniez la naissance de ces deux églises protestantes en Écosse et en Angleterre. Pourquoi? Parce que ça va avoir un impact sur la constitution des États, quand je dis la constitution, sur la formation par rapport à la population des États-Unis lorsque cela va se faire. Donc, ce qui est important de noter, c'est que pendant que la réforme se développe en Europe, nous allons avoir deux événements majeurs que sont vraiment la découverte de la première colonie, pas la découverte, l'installation, pardon, de la première colonie en Amérique du Nord, et c'est en 1607. Donc, en 1607, nous avons donc la première colonie et je vais vous donner quelques éléments rapidement. Donc, en 1607, on aura la première colonie.
En 1620, comme vous le voyez sur le graphique, on va avoir les pères pèlerins qu'on appelle les Pilgrim Fathers. Mais il faut faire la différence entre ces deux groupes qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Alors, je vais aller sur... on va continuer un peu, on va faire un peu de lecture encore. C'est celle-ci. Alors, si quelqu'un peut lire, s'il vous plaît. La fondation de Jamestown en Virginie inaugura en 1607 la colonisation britannique en Amérique du Nord. Il s'agissait d'une colonisation de peuplement menée par des émigrants persécutés dans leur pays pour leurs convictions religieuses ou politiques, notamment des séparatistes anglais, une secte dissidente de l'Église anglicane. En 1619, les premiers Noirs arrivaient en sol américain, débarqués de navires hollandais. Ils venaient travailler dans les plantations de Virginie aux côtés de serviteurs blancs venus d'Europe. En 1620, les Pilgrim Fathers, pères pèlerins, des dissidents religieux adeptes du puritanisme, arrivèrent à bord du Mayflower dans la baie de Plymouth et fondèrent la colonie de Plymouth, future colonie de la baie du Massachusetts. Du fait que les Anglais formaient le groupe ethnique majoritaire parmi les premiers colons venus s'installer sur le territoire, l'anglais fut la langue qui s'imposa naturellement par rapport à la Nouvelle-France et à la Nouvelle-Espagne. La Nouvelle-Angleterre occupait un espace beaucoup plus restreint sur le littoral atlantique. Merci beaucoup. Alors, est-ce que quelqu'un voudrait s'essayer de pouvoir faire pas un résumé, mais faire juste un rapprochement de ce que je vous ai montré entre la religion protestante en Angleterre et la colonisation des États-Unis? Est-ce que quelqu'un pourrait dire ce qu'il a compris? Je voudrais que ce soit interactif. Comme ça, je pourrais voir aussi si vous avez compris et si c'est pas clair, je reprends. Moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a deux groupes qui étaient persécutés et du coup qui sont arrivés pour coloniser du coup qui ont fondé la première colonie en fait aux États-Unis. Et c'était un groupe dissident du coup de l'Église anglicane premièrement, et puis après il y avait un groupe dissident, les Puritains, qui est un groupe dissident, si je me souviens bien, des Presbytériens. C'est ça? Non. Ils sont bien aussi dissidents de l'Église anglicane. Parce que le puritanisme, merci Michael pour ton intervention, parce que le puritanisme, il est toujours défini, on va dire, par rapport à l'Église anglicane. Et ce qu'on voit dans cette citation, c'est que les deux, pour l'instant, ces deux migrations, en fait, viennent d'Angleterre, pas d'Écosse encore. Ça vient pas encore de l'Écosse. Par contre, c'est vrai qu'on n'identifie pas clairement ces séparatistes anglais, cette secte dissidente, mais ce sont eux qui sont arrivés avant les puritains. Est-ce que tu vois la même chose, Michael, ou pas? Vas-y, continue. Je suis en train de relire du coup, mais vas-y, continue. D'accord. Est-ce que quelqu'un voudrait rajouter quelque chose ou pas? De ce qu'il a compris. Ok. Alors, donc 1607, c'est la toute première colonie anglaise. C'est vraiment à la toute découverte des États-Unis par les émigrants persécutés. Ce sont des gens qui sont persécutés. Mais ce que je voulais vraiment que vous puissiez voir, et ce que je vous ai pas donné comme élément, c'est que en 1606, les Anglais étaient déjà venus plusieurs fois en Amérique et étaient repartis, notamment de 1585 à 1586. Et ensuite, après cette première venue, ils sont revenus en 1606. Ils sont partis de Londres avec 140 colons. Et ils sont arrivés donc en Virginie en 1607 avec la fondation de Jamestown. Mais par rapport à ce premier groupe, par rapport à ce que Michael voulait dire,
c'est que je pense qu'il peut y avoir un mix, en fin de compte, de différentes personnes, que ce soit des colons, que ce soit des dissidents. Mais je voulais juste un peu les différencier de ce groupe vraiment qu'on va appeler les puritains, les Pilgrim Fathers. Mais c'est toujours dans la même mouvance de quitter, on va dire, un pays où règne l'intolérance religieuse. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que vous puissiez voir que donc l'Angleterre, pas l'Angleterre, les États-Unis vont être massivement peuplés par une immigration qui vient d'Angleterre et ensuite on va voir d'Écosse. Alors je vais vous proposer cette répartition géographique des migrants. Cette carte, elle vient d'un site internet. Je crois que ça s'appelle chronologie.org, monde chronologie des États-Unis. Donc, je pourrais toujours vous l'envoyer si vous êtes intéressé. Donc, dans cette carte, on va essayer de repérer. Vous voyez, il y a 3 zones. On distingue 3 zones et on va voir un peu comment se sont répartis ces différents immigrants ou migrants. Donc, alors, l'immigration puritaine, donc qui a commencé en 1620, elle va continuer jusqu'en 1642. Et on va voir que d'autres colonies vont être créées. Donc, on sera ici. Donc, si vous suivez le curseur, si vous le voyez, mon curseur, donc, on va avoir le New Hampshire. Donc là, on est dans le nord, dans la partie verte. On va avoir le Rhode Island. On va avoir le Connecticut en 1662. Et on dit que ces colonies vont développer une société souvent théocratique et intolérante. Elles vont reposer cependant sur une vie spirituelle très riche. Je voudrais avoir vos commentaires rapidement. Est-ce que quelqu'un pourrait faire un commentaire sur ce qu'on vient de lire, notamment sur le fait que c'est une société qui va se développer sur un modèle théocratique et intolérant? Ça vous interpelle pas? Ça vous touche? Ce qui est un peu interpellant, c'est que en fait, elles ont, ces ont fui un petit peu l'intolérance en fait en Angleterre, par rapport, mais en fait, elles vont reproduire le même schéma finalement. Tout à fait. Et si on le remarque bien, et je crois que c'était quelque chose que tu voulais mettre en avant tout à l'heure, ce groupe, je pense que c'est un groupe conservateur, puisqu'il est vraiment être au plus proche des Écritures. Donc là, on voit un groupe conservateur. Donc on est dans la partie nord, qui va à nouveau développer cet esprit d'intolérance dont ils ont été l'objet, alors qu'ils étaient une minorité en Angleterre. Ce qu'on peut dire, c'est que, puisqu'on parlait tout à l'heure, puisque ce sont des puritains qui recherchent la pureté, enfin voilà, c'est leur définition, c'est une pureté qu'ils déclinent comme étant quelque chose de très strict, d'après ce qu'ils comprennent, d'après les Écritures, et ce côté strict fait que ils ne sont plus trop purs, ils deviennent très, très intolérants, c'est ça? Alors, c'est pas forcément qu'ils vont c'est pas qu'ils vont se définir comme étant plus purs, mais dans leur pratique, ils vont devenir effectivement intolérants par rapport aux autres qui ne vont pas avoir cette même pratique dans leur foi. Oui, c'est moi qui ai raison et j'ai toujours raison. Voilà, exactement. Donc, à partir du moment où j'ai raison, forcément, toi, tu as forcément tort, donc tu peux pas te définir sur le même plan que moi. D'accord? Alors, si on va maintenant dans une partie plus au sud, dans la partie jaune, on va voir qu'il y a... Oui? Oui? C'est Natacha. Oui, en fait, moi, ce que je comprends aussi par rapport à cette partie, c'est que ils sont partis d'une région. Je vais vraiment baser tout sur Dieu. On n'entend plus Natacha. Ah, c'est vrai que ça coupe un peu, Natacha, on ne t'entend pas complètement. Ouais, alors, vas-y, essaye. Vas-y. En fait, eux, ils se disent, en fait, on va essayer de ne pas reproduire ce qu'on a vécu parce que
le catholicisme, ou bien même ceux qui sont sortis des puritains, les puritains, eux, ils sont sortis parce qu'ils sont sortis du modèle anglican, parce qu'ils se sont dit, ils ont une... Natacha, on t'a perdu, on t'entend plus. Si vous ne m'entendez pas, c'est pas grave, parce que j'ai... Ah. Si tu veux, tu peux mettre ce que tu veux dire dans le chat, s'il te plaît, Natacha, comme ça, je vais le lire tout à l'heure. Tu veux bien? Comme ça, ce que ta pensée sera pas perdue et on pourra en bénéficier brièvement. Donc, le temps que Natacha elle écrive dans le chat, si elle veut bien, on va voir ce groupe qui est maintenant dans le sud, la partie en jaune. Et on dit donc que c'est la Virginie, le Maryland, la Caroline du Nord, la Caroline du Sud et la Géorgie. Et eux, ils vont établir une structure politico-religieuse et socio-économique très différente de celle des colonies du Nord. Parce que ce seront des zones essentiellement agricoles et elles vont reposer toute leur économie sur la plantation. Donc, on va voir, on sait déjà qu'il y aura l'esclavage, puisque c'est ça sur quoi va reposer leur culture. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ils vont nous dire que une société esclavagiste se constitua ainsi au profit des seuls grands propriétaires restés fidèles à l'anglicanisme. Les deux groupes des colonies anglaises restèrent longtemps étrangers l'un à l'autre. Donc, sans forcément analyser tout ce paragraphe, moi, ce qui me marque, c'est que qu'est-ce que vous voyez qu'est-ce qu'on va voir dans le sud finalement? Votre point de vue, votre analyse? Mais du coup, Sophie, si je comprends bien, donc là, ils nous disent qu'il y a vraiment une différence en fait entre ces deux colonies. Ouais. La différence au niveau économique, je la vois très bien, puisqu'il y a en fait le nord va être plus industriel et le sud va être plus dans l'agriculture, donc avec plus l'esclavage, tout ça. Après, au niveau religieux, donc si je comprends bien, la différence, c'est simplement que, parce qu'ils disent qu'ils vont établir une structure politico-religieuse qui est différente de celle du nord. D'accord. La différence, c'est seulement le fait que voilà, ce groupe-là est resté fidèle à l'anglicanisme, alors que l'autre, du coup, s'est séparé. Ok, donc on est dans le contraste, je suis d'accord avec toi. En bas, est-ce qu'il y a encore d'autres éléments, du coup, qui font la différence, du coup? Alors déjà, en contraste, je suis d'accord avec toi, on voit le puritanisme en haut et en bas, on voit l'anglicanisme. De ce que je vois écrit, ce qui n'est pas mentionné dans la partie du premier paragraphe, on parle pas forcément de politique. Donc moi, vraiment, la différence, le contraste que je vois encore entre les colonies puritaines et les colonies anglicanes, c'est qu'on voit qu'au niveau politique, Michael, si on le voit, ils vont établir des structures politico-religieuses. Et si vous vous rappelez, dans les études que Tess a fait, quand on parle du Sud qui a déjà, ils sont déjà prêts pour une FD, c'est vraiment parce qu'ils ont cette structure politico-religieuse. On va dire que la grande différence avec le Nord, c'est que le Nord ne va pas politiser sa religion, on va dire. Mais il y a quand même cet esprit d'intolérance. Alors, j'ai quelqu'un qui a mis, donc Natacha. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont voulu créer un modèle différent de ce qu'ils ont vécu en Europe avec la papauté et ont voulu mettre Dieu au centre de leur fondement. Et de ce fait, ils ont une lecture et une application littérale de la Bible et leur conservatisme et leur intransigeance naissent de cette mauvaise lecture. Très bien. Merci beaucoup, Natacha. Moi, je suis d'accord. En restant dans une lecture littérale, malheureusement, ils reproduisent ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont subi, on va dire. Alors, je ne sais pas si vous êtes... Alors, Mickaël, j'ai répondu à ta question. Est-ce que ça répond à ta question? Moi, je me demandais si... Parce que j'avais l'impression que ça ressemblait quand même, puisque lorsqu'on dit qu'on a une société théocratique, enfin moi, une société théocratique, c'est une société où, en fait, on a un mélange quand même de l'Église et de l'État. Enfin, tu vois? Alors, moi, je te donnerais, on va pas rester longtemps dessus, mais je te donnerais l'exemple d'Israël à l'époque des
des prophètes et des juges. Alors, on va dire surtout je vois surtout celle des prophètes, quand Jules leur parlait à travers le prophète. On voit bien la société théocratique, mais je vois pas forcément l'aspect politique. Je ne sais pas si j'ai pris un bon exemple pour t'expliquer la différence, mais ce que je vois dans ce qu'on veut vraiment mettre en avance dans le deuxième paragraphe en mettant la politique, c'est que vraiment là, dans le Sud, la religion est vraiment imbriquée, utilise le système politique. Tandis que dans le Nord, chacun dans sa vie personnelle peut avoir une vie très tournée sur Dieu, mais pas forcément impliquer tout ce qui est institution dans la religion. Moi, c'est cette différence que je vois. Ok, et la preuve, c'est qu'on sait que dans le déroulement de l'histoire, c'est notamment à la guerre civile qu'ils vont décider de pouvoir mettre certaines choses dans la Constitution au niveau politique, ce qu'ils n'avaient jamais fait avant le Nord. Oui, effectivement, ouais. Je comprends mieux du coup. Donc, moi, c'est vraiment ce que je vois comme… mais n'empêche que même dans une société qui n'est pas au niveau politique investie de religion, on voit quand même cet esprit d'intolérance. Ça n'empêche pas de le voir. Ok. Et donc, pour finir, ce troisième paragraphe qui va concerner plus les colonies qui sont au centre en rose, on dit les autres colonies proviennent de l'annexion des colonies hollandaises qui, en 1664, passèrent sous domination britannique. Donc, on va avoir les colonies de New York, de New Jersey et de Delaware, la Pennsylvanie qui a été fondée plus tard. Mais ce que je retiens, c'est qu'elle est devenue la porte principale d'accès au Nouveau Monde. Et là, on fait tout de suite le lien et la connexion quand on parlait de l'Écosse et des presbytériens Covenanters. On nous dit c'est la porte du Nouveau Monde pour les immigrants irlandais d'origine écossaise. Et on sait que le presbytérisme vient vraiment d'Écosse, d'Irlande. D'accord? Donc, on a vraiment ces trois aspects de la religion qui vont se retrouver aux États-Unis à la naissance, au peuplement, je vais dire, des États-Unis. Donc, vous voyez ce paragraphe, on ne va pas forcément le lire parce que c'est quelque chose qu'on vient d'analyser dans les trois paragraphes qu'on vient de faire. Mais là, on nous parle de l'intolérance des premiers puritains. D'accord. Le PowerPoint, je vous l'enverrai, comme ça vous pourrez continuer à lire. Donc, les citations, bien sûr. Donc, on fait référence vraiment par rapport à ces peuples qui ont peuplé les États-Unis. On fait référence donc à leur intolérance, à la perpétuation des erreurs papales. Alors, je ne sais pas si on peut lire quelque chose qui serait… Alors, je vais proposer de lire ce paragraphe qui est intéressant, au moins par rapport à la question de la liberté religieuse et de la loi du dimanche. Si quelqu'un veut bien lire ce paragraphe rapidement. Après l'établissement de la première colonie, arrivait dans le Nouveau Monde Roger Williams, en quête lui aussi de la liberté de conscience. Mais il la concevait autrement que les pèlerins. À l'encontre des gens de son temps, il avait compris que cette liberté était le droit inaliénable de tout homme, quelle que soit sa confession. Avide de vérité, il lui paraissait impossible, comme à Robinson, qu'on eût déjà reçu toute la lumière de la parole de Dieu. Williams a été le premier dans la chrétienté moderne à établir le gouvernement civil sur le principe de la liberté religieuse et de l'égalité des opinions devant la loi. Il affirmait que le devoir du magistrat était de punir le crime, mais non de dominer sur les consciences. Le magistrat, disait-il, peut décider ce que l'homme doit à son semblable. Mais quand il s'avise de lui prescrire ses devoirs envers son Dieu, il sort de ses attributions. L'État peut établir un credo aujourd'hui et demain un autre, comme cela s'est vu sous divers rois et reines d'Angleterre, et comme l'ont fait des différents papes et conciles de l'Église romaine, ce qui rend la croyance incertaine et donne libre cours à l'arbitraire. Okay. Merci beaucoup, Gaël. Donc là, on voit vraiment, ça a juste permis de compenser l'idée que
ces États n'étaient pas, enfin, ces colonies n'étaient pas fondées sur le vrai principe de la liberté religieuse. Donc, je me rends compte que mon temps est déjà presque fini. Pourtant, j'ai pas mal de choses à partager avec vous. Alors, on va essayer de vraiment les prendre comme des points en vous demandant votre participation et pour essayer de couvrir les 2 points qui nous restent. Alors, le point que je voudrais que vous puissiez voir là, alors, on est dans la partie création des USA, les pères fondateurs. Si je reviens sur ma frise, vous allez voir que donc on a eu la création des premières colonies. Un élément qui est très important à noter, c'est qu'en Europe, en 1715, il y a un micro qui est ouvert, il y a un micro ouvert. Et donc l'élément qui est très important de noter, c'est vraiment le début du siècle des Lumières en 1715 en Europe. Je vous donne déjà l'élément. L'influence des Lumières va arriver aux États-Unis à peu près 45 ans après, non, 35 ans après, soit dans les années 1750. Et vous voyez que ce sera peu de temps avant la déclaration d'indépendance et avant la Constitution. Donc, ce que je voudrais partager avec vous, donc, on n'oublie pas que notre but, c'est vraiment de voir l'intention originelle des pères fondateurs. Et pour ça, pour comprendre leur intention originelle, on a besoin de comprendre le contexte historique, culturel, politique dans lequel ils vivaient, à l'époque où ils vivaient. Donc, l'expression des pères fondateurs peut avoir différentes significations, mais elle va définir de façon fondamentale les personnes qui ont contribué à fonder les États-Unis en tant que nation. Et ça, c'est important de voir. Il y a vraiment une différence entre les premiers habitants des États-Unis et ceux qui ont permis aux États-Unis de se construire en tant que nation. Ce n'est que la déclaration d'indépendance et la Constitution qui ont permis la reconnaissance des États-Unis en tant que nation. Avant, elles n'étaient que des colonies anglaises, sous protectorat anglais. Et ça, c'est vraiment important à voir comme différence. Donc, tous ceux qui ont permis que les États-Unis deviennent une nation indépendante sont considérés comme des pères fondateurs. Mais le groupe qu'on va retenir, donc on nous explique qu'il y a un groupe large, mais je vais retenir vraiment le groupe le plus restreint, qui est celui qui a permis d'écrire la déclaration d'indépendance et la Constitution. Alors, je ne vous fais pas toute la lecture, mais on retient que le groupe le plus restreint pour les pères fondateurs sont vraiment ceux qui ont rédigé la déclaration d'indépendance et la Constitution des États-Unis. Donc, on peut citer comme nom Benjamin Franklin, George Washington, John Adams, Thomas Jefferson, John Jay, James Madison, Alexander Hamilton. Alors, donc, la déclaration d'indépendance, elle a été votée le 4 juillet 1776 et les États-Unis ont obtenu leur indépendance en 1783. C'était à l'issue de la guerre d'indépendance. Et dans les années qui vont suivre, ils vont rédiger la Constitution qui va être ratifiée et votée en 1787 et qui sera mise en application en 1789 lors des premières élections américaines. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Juste pour avoir votre retour, est-ce que vous comprenez le point que je veux faire? Oui. Ce que tu veux dire, en fait, c'est qu'il y a une mentalité, un état d'esprit qui est différent entre les premiers arrivants et ceux qui vont mettre en place institutionnellement les choses dans le pays. Ok, je ne l'ai pas encore dit, mais ça, tu l'as compris, puisque je pense que j'essaie de mettre un peu les pierres en place. Je ne l'ai pas encore vraiment dit, mais c'est exactement cette idée. Donc, si vous devez retenir une idée, retenez bien ce que j'ai oublié ton prénom, ce que Jean-Michel vient de dire. Ok. Donc, alors, on ne va pas lire cette citation pour raison de temps.
c'est une citation dans laquelle Ellen White fait vraiment référence à la déclaration d'indépendance et à la Constitution comme étant des documents qui permettent à tous les hommes d'être égaux, qui possèdent le droit inaliénable à la vie, à la liberté et à la recherche du bonheur. Il permet au peuple de se gouverner par lui-même en élisant ses représentants qui, eux, vont être chargés d'élaborer les lois et de les faire observer. La liberté religieuse, ça c'est Ellen White qui le dit, est aussi assurée à chacun qui est déclaré de pouvoir servir Dieu selon sa conscience. Donc, le républicanisme et le protestantisme sont les principes fondamentaux de la nation et constituent le secret de sa puissance et de sa prospérité. Donc ça, c'est l'analyse, c'est le point de, enfin, quand je dis c'est le point de vue, pas pour dire que c'est pas bon, hein, mais c'est le point de vue que nous donne l'esprit de prophétie concernant l'établissement de la Constitution et la déclaration d'indépendance des États-Unis. Donc, comme l'a dit Jean-Michel, et je ne vais pas le relire, puisqu'il a très bien dit que les pères fondateurs des États-Unis ne sont pas les puritains. Ce sont vraiment ces hommes qui, au regard de leur date de naissance, sont nés aux États-Unis, mais n'ont pas vécu ce déplacement de l'Angleterre vers les États-Unis. Par contre, ils sont les descendants, les héritiers de ces puritains, de ces anglicans qui sont venus d'Angleterre et d'Écosse pour les presbytériens. Très bien. Donc, là, on va voir rapidement l'influence des Lumières sur les pères fondateurs. Donc, ce que je vous ai fait noter tout à l'heure, il y a un micro qui est ouvert. Ce que je vous ai fait noter tout à l'heure, c'est que 1715 est le moment où le siècle des Lumières débute en Europe et son influence va se faire ressentir à peu près 30-35 années plus tard aux États-Unis, donc dans les années 1735, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, le contexte institutionnel, intellectuel, si quelqu'un peut lire. Pour comprendre la spécificité des croyances religieuses des pères de la nation américaine, mais aussi l'influence qu'elles ont eue dans la construction constitutionnelle et politique des États-Unis, il convient d'abord de cerner le contexte intellectuel de la seconde moitié du 5, 6, 7, 8, 8, 18e siècle, au moment où certains pères fondateurs entreprennent leurs études supérieures et découvrent leur modèle philosophique et politique. Merci beaucoup. Alors, avant de commenter, alors là, je vais essayer de vous faire un résumé un peu de ce qui est dit. Donc, par rapport à ce que Johanna vient de lire, ce qu'on comprend, c'est qu'au moment où les pères fondateurs vont faire leurs études supérieures, donc au cours de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, donc des années 1750, ils vont découvrir un nouveau modèle politique et philosophique qui leur vient d'Europe. N'oublions pas que ce modèle leur vient d'une Europe qui a subi l'intolérance religieuse, la persécution, et en réaction, le siècle des Lumières va se développer. Donc, ce qui nous est dit, en fin de compte, c'est que la majorité de ces personnes, lorsqu'elles vont aller faire leurs études supérieures, alors lorsque c'était avant que les États-Unis soient institués en tant que nation, le livre principal qui était utilisé, c'était vraiment la Bible. Maintenant, à leur époque, nous avons d'autres documents, d'autres œuvres qui sont utilisées pour pouvoir enseigner. Donc, il nous est dit que si Jefferson, Franklin, Madison, Adams, Hamilton, Washington ont été éduqués avec la Bible et en ont donc une très bonne connaissance, le livre sacré ne constitue déjà pourtant plus, au moment de leur étude supérieure, l'unique base de l'instruction dispensée aux États-Unis. Donc, dans les années 1750 à 75, les idées des Lumières gagnent les États-Unis. Donc, on va nous parler des différentes universités qui vont être créées. Et on va nous dire que les œuvres de Francis Bacon, Isaac Newton, John Locke
commencent déjà à remplir les rayonnages des bibliothèques universitaires et vont remplacer la Bible progressivement comme principale source de référence des étudiants, leur ouvrant ainsi un nouveau monde intellectuel en rupture avec celui de leurs prédécesseurs, les puritains du XVIIe siècle, pour qui les textes religieux devaient être au centre de l'éducation. Donc là, c'est un chiffre qu'on nous donne. On nous dit que 33 des 55 délégués qui ont, comment je vais vous dire ça? Les 55 délégués, c'est ce qu'on parle lorsqu'ils ont voulu mettre la déclaration d'indépendance. Donc, il y avait la première convention. Lors de la première convention, non, je vous dis des bêtises, c'est pas la première, mais c'est celle de 1787. Lorsqu'on va rédiger la Constitution, on dit que 60% ont fait des études supérieures et ont presque tous des liens familiaux ou commerciaux avec l'Angleterre. Donc, ils ont une bonne connaissance des théories de l'Enlightenment anglais. Donc, on va dire l'illumination en anglais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, c'est vraiment le moment. Et on nous fait savoir que notamment Jefferson et Franklin, eux aussi, ont été en Europe au contact de Voltaire et de Rousseau, philosophes des Lumières. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Tu peux redire ce que c'est que cette histoire de pour l'Angleterre, là, attends, je redis le mot. Enlightenment, là, c'est quoi ça? Ok, l'enlightenment, c'est simplement pour dire lumière, en fin de compte. C'est la définition anglaise du mot lumière. Ah, d'accord, merci. Voilà, tout simplement. Donc, ce qu'on comprend, sans faire toute la lecture de ces PowerPoint, ce qu'on comprend, c'est que ceux qui sont à la base de la Constitution et de la Déclaration d'indépendance sont des personnes qui ont été influencées par la philosophie et les théories des Lumières du XVIIIe siècle de l'Europe et que ça a un impact sur sur la rédaction de la Déclaration d'indépendance et de la Constitution. C'est ce qu'on peut dire tout simplement sans lire toutes les citations, mais que vous pourrez lire quand je vous aurai envoyé le PowerPoint. Charles, il me reste combien de temps? Ok, je pense qu'il doit me rester à peu près 15-20 minutes. Il te reste 20 minutes, Sophie. Ok, merci Charles. Alors, donc, est-ce que quelqu'un peut lire ce PowerPoint? Une analyse. Vas-y. Une analyse plus approfondie de leurs croyances personnelles montre ainsi que s'ils n'étaient pas forcément irreligieux et gardaient un certain respect pour la foi chrétienne, la plupart des pères fondateurs étaient quand même plus proches du déisme que du christianisme traditionnel. La foi dans les Lumières leur permettait de concilier leurs croyances en un créateur de l'univers en même temps que leur attachement à la primauté de la raison. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai qu'en relisant ces citations, ça m'a fait beaucoup penser donc à notre dernier camp meeting, à ce qu'on a abordé sur le développement de la raison en Europe, en contradiction ou en contraste avec la Bible qui a été brûlée sur la place de la grande ville. Et on voit en quelque part chez ces pères fondateurs, je dirais pas exactement, mais on voit un rapprochement dans ces principes. Alors, est-ce que vous le voyez? Alors, il est bien sûr dit que pour autant, ils ne se sont pas déclarés comme incroyants, comme peut-être l'aurait fait la France. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait dire quelque chose par rapport à ça? Ouais, moi, il y a un truc que j'aimerais que tu peux nous éclaircir là-dessus.
puisqu'en fait, au dernier core meeting, il me semblait qu'on avait fait une opposition en fait, entre ce qui s'était passé en France et ce qui s'était passé aux États-Unis. Or là, dans cette citation, ça semble montrer que finalement, les pères fondateurs, au sens strict, étaient quand même plus proches de ce qui se passait en France, puisque du coup, il y avait quand même cette idée de raison. Oui. Alors, ce que je te dirais pour l'instant, Michael, pour répondre à ta question, mais c'est vrai que le point du sujet, c'était de montrer que c'est un peu plus complexe que ça. Mais si je répondrais à ta question, dans un premier temps, je te dirais, mais ils n'ont pas brûlé la Bible. Ils se rapprochent de la raison, mais ils n'ont pas brûlé la Bible. Je ne sais pas si tu vois ce que je voudrais dire, ce que je veux dire par là. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et tu vas voir que, alors, oui, par rapport à la France, j'étais en train de réaliser que j'ai pas cherché. Alors, est-ce que je peux demander à quelqu'un, Locke, est-ce que quelqu'un pourrait me chercher sur Internet Locke de quelle nationalité il était? Parce que je veux pas dire une bêtise. Mais ouais, ce que je te dirais, Michael, comme ça, pour répondre généralement à ta question, c'est que je pense qu'on peut vraiment faire beaucoup de comparaisons et de contrastes, que c'est pas que du contraste, mais que les pères fondateurs se rapprochent de la raison, et tu vas le voir dans la suite de la présentation, mais pourtant ils n'ont pas brûlé la Bible. Et on verra pourquoi. Et on verra vraiment cet élément-là par la suite. Tu parles de qui? De John Locke? Oui, c'est John Locke. Je voudrais savoir de quelle nationalité. Anglais. D'accord. Un philosophe anglais. D'accord. Je voulais pas dire de bêtises. Et est-ce qu'on peut me confirmer que Voltaire et Tocqueville sont bien français? C'est juste pour confirmation. Parce que du coup, ça me permettra de continuer à répondre à Michael après. Ok. Donc, comme l'a fait remarquer Michael, certes, les pères fondateurs vont adopter la raison comme la France. Par contre, et vous allez voir dans la suite de la présentation, ils n'ont pas, on va dire, brûlé, je vais dire la Bible, dans le sens pour dire rejeter complètement la religion. Et on va le voir tout à l'heure. Alors, je vais lire. Ok, merci. Donc, Voltaire est né à Paris. Et je pense que Tocqueville, il doit être français aussi. Hein. Oui, il est né à Paris aussi. Ok, d'accord, merci. Merci beaucoup. Alors, let's continue. On va voir, donc, oui, donc pour illustrer justement le fait que les pères fondateurs se rapprochent plus, en fin de compte, ce que je comprends, en fin de compte, quand on parle des pères fondateurs, c'est qu'ils ne sont plus, on ne peut plus les assimiler à ces chrétiens, pratiquants, conservateurs que sont les puritains qui sont arrivés d'Angleterre. Mais est-ce qu'on pourrait dire d'eux qui sont des libéraux? Je ne saurais pas exactement dire. Mais en tout cas, ils ont une croyance. Et tout à l'heure, on a vu qu'ils se définissent plutôt comme étant déistes. Mais ils respectent la religion. Alors, on va lire ces quelques exemples. Si 3 personnes peuvent lire les 3 exemples qui sont là juste pour illustrer. Il est d'ailleurs intéressant de rappeler que Franklin et Washington appartiennent tous les deux à la loge des maçonniques, qui attire beaucoup de déistes américains à la fin du XVIIIe siècle. D'accord, merci. Quelqu'un d'autre, la deuxième? De même, John Adams, deuxième président des États-Unis, explique dans une lettre au début du XIXe siècle comment, à son retour de Harvard, il a déclaré son indépendance religieuse à sa famille calviniste, refusant la soumission aveugle à l'autorité de la Bible. Et la dernière? Quelqu'un d'autre? Thomas Jefferson Chino. Vas-y. Thomas Jefferson, surnommé le Voltaire de Virginie, affirme de son côté « Cela ne me fait aucun tort que mon voisin affirme qu'il y a 20 dieux ou pas de Dieu. Quand il a parlé, j'ai toujours autant en poche et je n'ai pas la jambe cassée. 7. Il faut se débarrasser, selon lui, de tout ce qui, dans les Écritures, n'est pas en accord avec la raison et la loi surnaturelle. » Et la loi naturelle. La loi naturelle. Naturelle.
Merci beaucoup. Alors, il y aurait énormément, je trouve qu'il y aurait énormément à discuter par rapport, ne serait-ce que le camp meeting que nous venons de vivre et par rapport à ces positionnements-là. En tout cas, j'espère qu'on aura l'occasion à un moment de le faire. Mais on voit que les pères fondateurs, encore une fois, vont intégrer la raison vraiment et vont enlever le dictat pur et simple de la religion. Et donc ça, je vais vous le passer, c'était vraiment pour dire qu'ils n'avaient pas les mêmes que les pères fondateurs, n'avaient pas les mêmes croyances et les mêmes conceptions du lien entre la religion et l'État que l'avaient les puritains. D'accord? Donc ça, c'est un peu vraiment le résumé de cette partie quand on a voulu voir qui étaient les pères fondateurs. Donc là, on va aborder quelques thèmes rapidement qui vont nous permettre de voir un peu vraiment quelle était leur position et leur intention originelle et de voir ensuite les ambiguïtés qu'il y a eu par rapport à leurs actions. Alors, par rapport à la question de la tolérance, on va pas forcément lire, mais je vais essayer de vous faire un bref résumé. Les deux pères fondateurs qui ont le plus écrit sur, on va dire, la tolérance, donc en question de séparation d'Église et d'État, c'est vraiment James Madison et Thomas Jefferson. Donc, ils font partie des pères fondateurs des États-Unis. Et en fin de compte, leur pensée vient essentiellement de la lecture des philosophes anglais, tels que John Locke. Alors, je crois que c'est pas écrit là, mais l'objectif, et n'oubliez pas le contexte de l'époque en Europe, c'est qu'il y a vraiment l'intolérance religieuse et tous les écrits, ce qu'ils vont lire, en fin de compte, va leur permettre de pouvoir se protéger, comme ils le disent, de la tyrannie et de la persécution de la religion. Donc, l'exemple, c'était celui effectivement de John Locke que je vous ai déjà mentionné tout à l'heure. Lui-même, il a été contraint donc de fuir l'Angleterre du fait de sa foi religieuse. Et il va expliquer dans une lettre sur la tolérance qui a été publiée en 1689 que la séparation entre l'Église et l'État et l'interdiction d'établir une croyance officielle sont les seules solutions pour éviter les guerres de religion que connaissent depuis des décennies les États européens. Alors, s'inspirant de John Locke, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Thomas Jefferson et James Madison vont être ceux qui vont plus travailler sur cette question de la séparation entre l'Église et l'État afin de pouvoir protéger les minorités religieuses. Donc, pour cela, Jefferson, de façon pratique, dans les actes, on sait que Thomas Jefferson, lui, il va envoyer une lettre au baptiste de Danbury et pour pouvoir expliquer pourquoi il faut protéger les minorités religieuses contre la tyrannie d'une croyance officielle. Donc voilà, ce qu'on vient de voir en fin de compte, c'est leur compréhension et comment non seulement ils ont emprunté ou accepté cette idée, mais ils l'ont mise en pratique dans leurs écrits, dans les lettres qu'ils ont envoyées à différentes églises ou à différentes personnes. Est-ce que je voudrais qu'on puisse rapidement avoir un échange sur cette pensée, la question de la tolérance et de la séparation de l'Église et de l'État pour protéger les minorités. Est-ce que quelqu'un voudrait commenter, dire quelque chose? En tout cas, ce que je vois, c'est que dans les faits, il y a vraiment cette question qu'on sait qui est agitée par rapport à la loi du dimanche. Et on voit que les pères fondateurs, ils étaient vraiment dans la droite ligne de protéger les minorités, et je vais préciser, religieuses, par rapport à un groupe dominant. On l'a vu dans les 3 histoires du protestantisme, et ce que je comprends, c'est que en matière de... Si on devait poser la question de l'amendement de la Constitution en 1863 par rapport aux autres groupes religieux, je comprends que les pères fondateurs, eux, n'auraient pas été d'accord, puisque
ayant vécu, alors ayant tiré expérience de ce qu'ont vécu d'autres, notamment en Europe, ils ont vraiment travaillé sur la séparation de l'Église et de l'État. Est-ce que cette pensée est claire? Oui, oui, c'est clair. Oui, oui. Alors, notre dernière partie, ça va être de voir que malgré ces intentions, cette intention originelle des pères fondateurs, dans leurs actions, ils vont susciter vraiment beaucoup d'ambiguïté et de contradictions. Et en vous disant cela, et j'y avais déjà pensé, je vois vraiment un peu ce modèle des États-Unis où il y a une intention de liberté qui est bonne, mais dans les actions, c'est vraiment ce qu'on voit, hein, dans l'intention, même les pères fondateurs ont été un agneau, mais dans leurs actions, on voit cet aspect de dragon parce qu'ils vont poser des actes. Alors, quand je dis cet aspect de dragon, je pense que vous comprenez ce que je veux dire dans le sens où on a dit que le dragon, justement, va mettre en place l'intolérance par rapport aux minorités et il va le faire et on le fait à travers la législation et le judiciaire d'une nation. Et on va voir que ces mêmes présidents qui vont qui vont avoir une profession de foi comme un agneau, vont avoir des actes dès le début de la République américaine, des actes un peu comme un dragon. Je le mets vraiment en light parce que je pense pas que c'était forcément leur intention, mais on voit cette contradiction. En tout cas, moi, j'estime que c'est un peu une contradiction entre ce qu'ils voulaient faire et certaines choses qu'ils ont pu faire. Et les exemples que je vais vous donner, je vais essayer de résumer parce que je sais que mon temps est quasi fini. Alors, je vais vous donner 2 points. Alors, le premier point concerne leur positionnement par rapport aux incroyants ou tout simplement les athées. Leur problème avec les athées, c'est que les athées n'ont pas de valeur morale parce qu'en quelque part, ils n'ont aucune crainte de Dieu. Donc, lorsque les pères fondateurs vont parler de tolérance par rapport aux minorités, le problème, c'est qu'ils estiment que les athées sont exclus de cette minorité. Et ça, c'est aussi bien les pères fondateurs des États-Unis qui l'ont pensé que John Locke et d'autres philosophes tels que Voltaire et Tocqueville. Ça, c'est questionnant en quelque part. Ils excluent les athées du cercle de la tolérance parce que il n'y a que la religion, selon eux, les valeurs morales qui font que une société qui peut faire des bons citoyens. Alors, pour pouvoir illustrer ce point, ce qui va se passer, c'est que il va y avoir des attaques justement assez virulentes contre Thomas Jefferson qui, lui, se déclarait athée alors qu'il a voulu se présenter aux élections de 1800. De la même façon, Alexander Hamilton, qui, lui, avait rédigé le 6e amendement de la Constitution, et ce 6e amendement, il porte sur le test religieux, l'interdiction des tests religieux. Et ben, ce même père fondateur, il a souhaité qu'on puisse inclure dans la Constitution un amendement qui permette qu'aucun athée ne puisse devenir président. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on voit vraiment cette contradiction entre leur profession de foi et déjà un peu les actions qu'ils vont poser derrière. Il va y avoir différents actes contradictoires dès le début de la République. Et pour vous en citer encore 2 autres, je vais vous parler simplement de choses que vous connaissez. C'est l'instauration des jours de prière et de Thanksgiving par George Washington, qui est un aussi des pères fondateurs. Qui dit prière et Thanksgiving, on voit vraiment la religion. Et Thomas Jefferson, lui, lorsqu'il a été président, il va faire, sur les fonds publics, il va faire financer les sociétés de Bible. Puisque je n'ai plus de temps, ce sont là vraiment les exemples que je voulais vous citer pour voir la contradiction entre
le principe, on va dire l'intention des pères fondateurs et leurs actes. On pourrait dire pour certains que c'est une ambiguïté, mais pour boucler la boucle par rapport à ce troisième mouvement qui va de 1979 à la loi du dimanche, je pense que le point principal, c'est qu'on voit vraiment que pour eux, que pour les pères fondateurs, il n'y avait aucune question. Toutes les religions devaient être acceptées et qu'il était vraiment nécessaire qu'il y ait une séparation entre l'Église et l'État. Donc, je ne sais pas si ce que je vous ai présenté a pu répondre à certaines questions que vous pourriez avoir. Je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose pour finir, pour conclure. Mais en tout cas, je vous invite à méditer, réfléchir sur ça. Et voilà. Alors, est-ce qu'il y a des... Oui, Sophie. Oui. C'est vrai que cette étude est très intéressante, vraiment intéressante. Mais je voudrais amener un point qui peut-être paraître un peu en décalage, mais qui quand même a un lien. C'est vrai que en écoutant ta présentation, on peut dire aussi que c'est pas pour rien que Dieu a choisi Miller, parce qu'on sait que Miller justement a fréquenté ces clairs cercles de déistes. Et il avait justement cet esprit ouvert pour pouvoir justement pouvoir comprendre les questions comme la fixation du temps, parce que ils n'étaient pas fermés à une lecture rigide des Écritures. Il n'était pas fermé, il avait un esprit qui était ouvert justement par l'influence qu'il a reçue de cette éducation par rapport à justement les Lumières, en fait. Ben, je te remercie beaucoup, Jean-Marie, parce que c'est vrai que ce que tu es en train de dire, c'est que si on fait un parallèle entre Miller et les pères fondateurs, c'est que une chose qui doit rester, c'est l'ouverture par rapport à la raison et de pouvoir comprendre la Bible, pas de façon fermée, mais ouverte. Et pour conclure, parce que du coup, c'est ce que ta réflexion m'a vraiment fait penser, et je voudrais vous le lire parce que ça, c'est important. Je voudrais vous le lire avant de finir. C'est que, ouais, attendez, hein, je prends le document. Je conclus, je veux vraiment lire ça parce que c'est important et l'intervention de Jean-Marie m'a vraiment fait penser à ça. Alors, donc, on a vu cette contradiction, mais on a vu ce qui doit en sortir lorsqu'on a l'esprit ouvert à la raison, lorsqu'on étudie. Et dans le document, et je vous ai pas donné la source, mais je le fais tout de suite à la fin, il est dit, peut-être est-il judicieux ici de se souvenir des dernières recommandations de James Madison, En 1832, à l'âge de 81 ans, il reconnaît dans une lettre au révérend Jasper Adams qu'il est parfois difficile d'éviter la confusion entre la religion et la politique et que lui-même n'y est pas toujours parvenu. Mais il conseille pourtant aux futures générations de privilégier l'interprétation la plus stricte possible de la Constitution, une entière abstinence du gouvernement qui ne doit jamais intervenir de quelque manière que ce soit. Et ce que je comprends de cette citation qui conclut notre présentation, c'est que en reconnaissant leur difficulté à mettre en œuvre cette séparation entre l'Église et l'État, il donne ce conseil à toutes les générations futures, et notamment au mouvement national de droite, de faire en sorte de ne jamais intervenir, de ne jamais faire la religion intervenir dans la politique, ou que la politique ne se mêle pas de religion quelque part. Voilà. Donc, je sais qu'il y aurait énormément de choses à dire, à débattre, parce que c'est vraiment un sujet qui nous touche actuellement, qui est très intéressant. Je vais simplement vous inviter à prier pour demander à Dieu de nous aider à continuer à comprendre, à creuser pour comprendre ces sujets, afin que nous puissions voir les choses
justement que Dieu veut nous révéler. Donc, je vais vous inviter à vous mettre à genoux pour la prière. Père éternel, nous voulons vraiment te dire merci, Seigneur, parce que dans ta bonté, tu veux nous aider à comprendre l'histoire. Tu veux nous aider à comprendre notre histoire, qui est l'histoire du temps de la fin qui nous emmène à la loi du dimanche. Et pour cela, Seigneur, tu nous as ouvert vraiment ces 3 modèles que représentent le protestantisme, le catholicisme et l'adventisme. Et alors que tu nous pointes plus particulièrement cette nation, ce peuple qui va mettre en place la loi du dimanche, tu nous invites vraiment à comprendre les mécanismes. Et comme tu nous permets de voir que l'histoire se répète, tu nous invites à regarder dans le passé pour pouvoir comprendre ce qui va arriver. Je te prie vraiment pour que tu puisses faire de ces choses l'objet de nos méditations afin que nous puissions non seulement voir, mais être prêts pour toutes ces choses qui sont déjà là. Ce sont les grâces que je voudrais te demander au nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen.